je suis venu vous parler de mon expérience de maître de jeu, parce qu'après tout, j'approche de la quinzaine d'années d'expérience, mais en jeu de rôle, j'approche plutôt de la... J'ai plutôt dépassé la vingtaine d'années d'expérience. Et je pense qu'en fait, ça m'a appris plus de choses. Ma première question, qui a déjà fait... qui sait ce que sont des jeux de rôle classiques papier? Je vais poser ma question, qui ne sait pas? Ok, donc je n'ai pas à expliquer. Très bien. Donjons et Dragons, Cyberpunk, autre chose que tu as lu, j'ai entendu tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok, d'accord, donc je parlerai des gens qui connaissent. Pardon? Je dis la vieille salle particulière, peut-être. Je prends 30 personnes au flip, qui a déjà joué à Donjons et Dragons? Il y a Tulu, tu vois, tout Je te laisse 45 minutes. Ça marche. Comment... Alors, ce qui est intéressant en reconstruisant cette session, c'est que ça m'a fait faire un vrai boulot de rétrospective. J'ai compris des choses une heure avant de faire cette session pour la première fois, donc elle est assez... elle est sans slide. Voilà. Et moi, l'idée, c'est de vous décrire comment j'ai changé de style et de comportement vis-à-vis des joueurs. L'inverse, c'est vrai, comment les joueurs ont changé de style vis-à-vis de moi, comment tout ça a changé. Quand j'ai commencé à jouer, donc c'était en fin de lycée, où j'ai découvert un petit Donjons et Dragons, et ensuite, j'ai joué en tant qu'étudiant. Donc un temps que les moins de 20 ans étaient bannis. J'ai commencé à jouer et en fait il y a des expériences qui m'ont marqué. Donc j'ai d'abord été joueur avant de devenir maître de jeu. Il y a des expériences qui m'ont marqué. Ça va, je sais que je parle à des connaisseurs, donc vous verrez que, en fait, je me suis aperçu à ce moment-là que ce sont des expériences négatives qui m'ont pas mal marqué. Mais vous saurez, j'espère, ne pas élargir ces expériences négatives à toute la communauté du jeu de rôle. Je vous donne des exemples. Avant de se rappeler, on est d'accord, pourquoi on joue au jeu de rôle, pourquoi moi je joue, pourquoi j'aime jouer, parce que je joue toujours, bien sûr. Pourquoi j'aime jouer? Parce que c'est sans limite ce qu'on peut faire en jeu de rôle. Les gens sont ravis de voir que depuis 3-4 ans, ils ont du Game of Thrones avec des costumes magnifiques, que depuis 10 ans, ils ont le Seigneur des Anneaux et que c'est magnifique au cinéma. Nous, on sait qu'on avait bien mieux avant. On vivait déjà dans des décors incroyables, avec des costumes incroyables, et des aventures et des paysages sans fin. On avait tout ça pour nous. Et c'est ce qu'on veut retrouver autour de la table. Moi, en tout cas, c'est ce que je veux. Je vis des grandes aventures, et je veux avoir beaucoup plus que du cinéma. Je veux y être. Je veux y être, puis après, il y a plein de déclinaisons. Des fois, je veux que ce soit un bon moment, je veux rigoler avec les copains. Puis je veux du challenge, moi, des fois, je veux de l'aventure, je veux avoir le sentiment qu'on se dépasse. Vous avez sûrement déjà vécu ça. J'ai déjà sacrifié ma lignée de chevaliers pour sauver mes terres, pour repousser les forces du mal. J'ai déjà parcouru la moitié du monde pour aller chercher un ami au fin fond d'une corporation mafieuse lourdement armée. J'ai déjà fait toutes ces choses. C'est peut-être pas ma vie, mais je suis bien content d'avoir vécu. C'est ça que je veux aller chercher dans les jeux. Mon premier personnage, il s'est pris une balle perdue à 800 mètres. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi ça m'a fait beaucoup de mal? J'ai pas pris un pack. Tiens, tu pourras m'en mettre un pour tout à l'heure. Pourquoi ça m'a fait beaucoup de mal? Le premier personnage, moi en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est presque un cas pour tous les joueurs, le premier personnage qu'on joue dans une campagne de jeu, donc plusieurs scénarios, on s'y attache, on s'y projette même un petit peu. On s'y projette carrément. Et moi, mon personnage, c'était plutôt un bricoleur, un technicien, un truc comme ça. C'était du cyberpunk, donc monde de science-fiction où on flingue pas mal. Et mon personnage s'est donc pris une balle à 800 mètres, alors que moi, quand je regardais la carte qu'avait dessinée le maître de jeu, vous levez la main s'il y a des points qui ne sont pas clairs, parce que j'ai pas de problème à prendre du temps pour expliquer ou reclarifier les termes de jeu de rôle. Si jamais vous avez levé la main pour faire comme tout le monde et qu'en fait, vous avez jamais fait de jeu de rôle. Donc mon premier personnage, il s'est pris ça. Pourquoi ça m'a extrêmement déçu? Parce que, en fait, sur la carte, il y avait un trait, donc il me semblait qu'on avait dit que c'était un muret, et que mon personnage, il passait derrière ce muret pour aller tout à l'autre bout. Seulement, quand tout d'un coup le maître de jeu me regarde et me dit bon, ben, tu prends une balle, tu prends tant de dégâts, t'es mort. Je dis
qui a bien pu me tirer dessus? Et là, il me montre des gens. Je dis, là, il n'y avait pas un muret? Non, non, ça c'était la limite de l'herbe. Et le bâtiment qui est là, l'immeuble, là, il n'est pas censé me couvrir? Ouais, non, mais non, parce qu'en fait, il est plutôt... là, je vais dessiner, je n'ai pas très bien dessiné, en fait, il est plutôt 50 mètres à gauche, là. Donc qu'est-ce que vous vouliez que j'y fasse? Et ça m'a marqué, parce que moi, je me suis dit, si un jour je suis maître de jeu, c'est avec ce que les joueurs investissent, ils peuvent pas perdre comme ça sur une incompréhension sur une carte. Donc moi, je serai un maître de jeu précis. Je donnerai aux joueurs les moyens d'assurer leur survie, les moyens de ne pas perdre comme ça, de ne pas sacrifier un personnage dans lequel ils ont investi des heures de jeu. Moi, je serai un maître de jeu précis. Deuxième expérience, alors je ne sais pas si vous avez déjà croisé, il y a des joueurs qui ont un don, c'est le don d'hypnotiser. Ils savent hypnotiser le maître de jeu. Dans une même partie, avec cette même bande de copains, on cyberpunk un peu plus loin, avec un nouveau personnage, tout d'un coup, nos personnages se retrouvent donc à suivre une enquête, et pour ça, à se rendre dans un bar un peu louche. Et puis on a un joueur, lui, il fait toujours des trucs particuliers, parce que vous comprenez, il a un réseau, il appelle des gens, etc. Son personnage, bien sûr. Et du coup, il se met à côté du maître de jeu, et puis il dit, attends, on peut jouer tous les deux, parce qu'il y a des choses que je ne voudrais pas que les autres y sachent. Enfin, tu comprends, c'est pas mon personnage. Donc, il commence à se poser des petites questions dans le coin. Nous, on commence un petit peu à s'ennuyer. Au bout d'un moment, on commence à discuter, à ouvrir des BD. 45 minutes. Bon. Et là, tout d'un coup, le maître de jeu, surtout vers nous, il dit qu'est-ce que vous faites? Il dit, qu'est-ce qu'on fait je sais pas, on va vers le bar, on va vers le barman. Non, qu'est-ce que vous faites pour le camion là? Qu'est-ce que vous faites? Réagissez. Mais il y a un camion dans ton bar. Déconfiture du maître de jeu. Il vient de se rendre compte qu'il a passé 45 minutes à jouer avec un seul joueur sur une table de 5. Il s'est fait hypnotiser par mon ami. Ouais, le Nico, on peut le citer maintenant, tout le monde le sait qui il s'est fait hypnotiser par Nico et il a oublié les autres joueurs. Et ben, là je me suis dit, moi, ça n'arrivera pas. J'ai vu des maîtres de jeu en convention, je sais comment on fait. Le joueur qui se met à côté pour vous baratiner, vous le mettez à l'autre bout de la table, et puis, sachez-le, soyez vigilants. Et puis moi, je serai vigilant, je serai un maître de jeu équitable. Tout le monde aura son tour de table, il n'y aura pas de trucs comme ça. Ah. Dernière expérience. Alors, ce sont mes amis, ces gens-là. Ce sont mes amis, donc c'est pas non plus des relous finis. Juste, ce sont mes amis, et pourtant ça arrive sur une table de jeu. Et ce sont mes amis, et certains trichent au dé. Il y a cette convention très amusante, Personne ne le dit, personne ne le confond. Mais il y en a qui trichent. Qu'est-ce que ça donne? En quoi c'est grave, en fait? Enfin, grave ou important. On jouait une partie de Donjons et Dragons avec quelques copains. Disons qu'il y avait Pierre et disons qu'il y avait un combat. Et puis là, le personnage de Pierre, qui est un prêtre, donc magie de guérison, dit je vais essayer de le guérir. Et je regarde le truc et dit franchement, dans l'état où il est, il va falloir me faire un jet de dés, mais il va falloir vraiment faire du genre, sur un dé à 100 faces, fais-moi plus de 90. Quoi. Suspense autour de la table. Il déroule. Et là, 96. Cri de joie, tout le monde est content, le personnage de Jean est sauvé, et on reprend la partie. Et puis, je vous dis, tout le monde est content, Jean fait un peu la gueule. Et à la fin de la partie, on s'est éclaté ce jour-là. À la fin de la partie, je me repose, je dis, mais ça a été top cette partie-là, t'as l'air d'être un peu. T'as fait un peu la tronche. Et là, Jean, il me dit, écoute, bon, quand Pierre, il a fait j'ai, voilà, 96, c'est bien, moi j'ai lu 37 sur le dé. Ouais, ça va, il a un peu du au jet de dé, mais bon, voilà, c'est fait, tu peux te marrer, tu peux avancer. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon personnage? Je l'ai joué tel qu'il est joué,
Et dans sa destinée et de la manière dont je l'ai joué, bah, il est mort, donc game over. Je l'ai mal joué, il y a un truc, il est mort. Tout le reste, tout ce que je pourrais construire dessus, sa destinée, son accomplissement, c'est basé sur de la triche. En fait, il est mort. Et ben moi, qu'est-ce que tu veux que ça me motive? Je n'ai aucun intérêt pour ce personnage. Et donc le point c'est ça, c'est même pour les meilleurs réseaux du monde, la triche, ça salope un peu l'expérience de jeu. Si vous êtes déjà trouvé à côté de quelqu'un dans une partie qui réussit, qui doit faire, mettons, des jets avec 30% de réussite, et qu'il est réussi dans 70 à 80% des cas, vous savez que c'est un peu gênant, parce que vous êtes le joueur à côté, et puis il gagne tout, il remporte tout, il n'y a pas de challenge pour votre équipe, puis même vous ennuyez un peu, et votre personnage fait rien, quoi. L'autre il réussit. Donc on a cette convention tacite que vous connaissez peut-être. Personne ne triche, mais par contre, la convention, c'est que les maîtres de jeu disent le jet de dés, tu le jettes devant vous. Et donc moi je dis, comme tout le monde, il n'y aura pas de triche à ma table, les jets de dés, je vous ai bande de petits mains, vous les jetez devant moi. Personne dit qui triche, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut surveiller les jets de dés. Il y a besoin que je vous fasse un petit point sur les techniques de triche ou vous les maîtrisez? Je vous montre ma préférée, c'est le maniaque du jet de dés. Vous savez, parce que j'ai posé ça. Voilà. En gros, le gars, il est là, il jette, c'est pour chauffer le dé, pour sentir la chance, pour voir si le dé est chaud ce soir. Il jette, et là, tout d'un coup, il y a... Ok, faites un jet de dé, vous savez, le jet de perception par surprise. Faites un jet de réaction, quoi. Là, il y a deux possibilités. Soit, il vient de faire un super jet, donc il fait ça, et là, il entend « Faites un jet de réaction. » Génial. J'ai fait 18 sur un. Génial. Ou alors, c'est l'inverse. Faites un jet de réaction. Il avait un mauvais jet. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, un jet de réaction? D'accord. Et il retire son jet. Ceux-là sont les plus finaux, sont les plus aidants. Vous les reconnaissez parce qu'ils font un bruit régulier de jet de dés comme ça. Donc ceux-là, vous les faites tirer dans les coups. Donc voilà, moi, à ma table, je serai un maître de jeu fair play. Je maîtriserai ce qui se passe. Alors peut-être vous dire, qu'est-ce que moi j'entendais par... Qu'est-ce que je voulais devenir, quel genre de maître de jeu m'a donné envie de devenir bon maître de jeu, vers quoi je me projetais. Eh bien, certains ont joué La Nuit des Profondeurs. C'est une vieille campagne Donjons et Dragons. Et un jour, je me suis retrouvé à jouer, donc avec le gars avait pas mal de bouteilles, un vieux maître de jeu, on pourrait dire. Et c'était dingue. C'est une campagne nordique. Bourrée de détails, bourrée de richesses. On n'avait pas des armures, on avait des peaux de bêtes de différentes épaisseurs. Avec le froid, c'est des peaux qu'il vous faut. On jurait par Thor, on jurait par Odin, comme les personnages qu'on avait autour de nous. Et le gars, il nous passait en bande-son, il puisait beaucoup dans la note des Nibelungen de Wagner. Donc, quand il y a une bande de gars qui vous charge sur la chevauchée de Valkyrie, je peux vous dire, vous serrez votre bouclier bien fort contre vous. Et pour chaque type d'ennemi, il avait une musique différente. Et le reste était mené à la baguette, hein, la partie, le déroulement, le scénario, incroyable. Donc voilà, ça c'était, je voyais bien, le gars il maîtrisait tellement, du coup il pouvait mettre une ambiance, il pouvait vraiment développer l'ambiance, la musique, etc. Ça c'est vraiment vers quoi je voulais aller. Alors, il y a un petit point tout de même. Il y a eu d'autres expériences, mais parce que c'était plus votre style de jeu, j'avais joué avec un copain qui s'appelle Marc, qui nous avait fait jouer un soir, pratiquement à l'impro. Et alors c'est probablement une des parties où j'ai le plus rigolé de ma vie, enfin rigolé vraiment, mais lui c'était plutôt le mode pas de plan, pas de truc, même pas avec post-it, il nous fait jouer comme ça, tagada, tagada. Donc on se l'est bien marré, le scénario c'était un peu construit tout seul comme ça, hop, ville, ministre, dragon, trésor, sauver pas le monde mais quand même la ville du coin, ce genre de choses. On s'était bien marré, mais voilà, ça m'intéressait pas tellement parce que c'est facile, il n'a pas de règles, il n'a pas de contraintes. Évidemment, c'est facile de nous faire jouer comme ça. Et moi, je voulais des choses un peu plus challengeantes, quoi, un peu plus avec une aventure un peu plus forte. Parce que s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de déplacement. Pour moi, s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'aventure. Vous ne remportez pas, vous n'avez pas des sensations de réussite. C'est tout cool tout seul. On avait été créatifs pendant cette partie, on avait inventé des solutions, etc. Mais
Voilà. Le mode youpi, il n'y a pas de contraintes, ça marche tout seul, ça ne m'intéressait pas, c'était pas suffisant, quoi. Donc j'ai commencé à faire jouer. J'ai commencé à faire jouer donc au cours de mes études et un tout petit peu ensuite. Ah ouais, un point quand même, donc j'ai appliqué ça, voilà, j'ai fait gaffe à la carte et aux éléments de description pour les joueurs, j'ai tâché d'être précis sur les règles, j'ai surveillé les jeteurs de dés, j'ai surveillé les relous et en tout cas j'ai fait gaffe à vraiment les gérer. Et un élément qui m'a rappelé enfin pourquoi on avait fait des écrans de jeu et qui a terminé de m'introduire dans cette fonction du maître de jeu qui maîtrise la partie. Dans une campagne que je menais, c'était un scénario qui était sorti sur Casus Belli, peut-être que vous l'avez joué. Il y avait en gros, les aventuriers se retrouvent dans un petit village perdu au fin fond d'une jungle, qu'on sait entouré d'hommes scorpions. Donc forcément, ce sont des méchants, ce sont des hommes scorpions, et qui sont encore à quelques lieues de là. Le village est le dernier bastion civilisé, on va dire. Et il se passe toute une trame, mais le nœud du scénario, c'est qu'en fait, l'ermite du village, qui habite à 1 kilomètre de là, qui est le vieux soigneur, en fait, il est mort depuis longtemps. Et il a été remplacé par un homme scorpion, un mage, qui a pris l'illusion, l'apparence d'être l'ermite. Vous imaginez, c'est le point d'orgue du scénario, c'est qu'en fait, dans le village, il y a plein de choses pas claires qui se passent, parce que le mage homme scorpion est en train de tout manipuler. Donc, le point d'orgue, c'est quand un jour, ils doivent se retrouver chez l'ermite, quelque chose doit se passer, ils doivent comprendre, ils doivent le démasquer, puis s'ils ne le démasquent pas, il va leur arriver des grosses bricoles. Et ce point arrive, et les personnages, en fait, le démasquent assez vite. Bon bah voilà, tout d'un coup c'est un grand homme scorpion, l'illusion s'évanouit, c'est un homme scorpion de 3 mètres, il se tape dessus, il résolve le truc, bref, bataille gagnée. C'est bon ? Donc, voilà où on en est. Bon, ça s'est bien passé, c'était pas le grand point d'orgue. Il y a un truc qui me fait tilt quand même. Je joue avec une amie, et elle dessine beaucoup. Et sur son carnet, en fait, je vois le dessin de l'ermite, mais sous sa cape, il y a comme une grande queue de scorpion, vous voyez. Ça ressemble vachement à mon ermite, à mon homme scorpion avec une illusion d'ermite, quoi. Et il y a un truc qui me pose problème. Ce dessin, elle l'a fait avant qu'ils aillent voir l'ermite, juste quand elle en a entendu parler. Et la solution de comment elle a réussi à dessiner ça avant, je l'ai comprise assez vite. Ne laisse pas traîner les manuels avec le scénario ouvert sur la table quand tu vas aux toilettes. Ouais, mais du coup, ce qui était un point d'orgue n'est plus un point d'orgue. Il n'y a pas eu assez de suspense, il n'y a pas eu assez d'inattendu pour que les joueurs s'y retrouvent. Puis alors, moi, par contre, qui me faisait un plaisir d'animer la partie, de voir leur tête, quoi. Je suis bien dégoûté. Donc, je comprends que le joueur, il faut s'en méfier quand même. On garde un écran de jeu, que vous avez vu, un grand écran de papier, et quand vous partez, vous refermez vos scénarios, vos manuels, vous les cachez si vous ne surveillez pas. Voilà. Et puis vous restez à distance de ces petits malins qui ne cherchent qu'à regarder derrière votre écran ce qui se passe. Voilà, donc je joue comme ça pendant quelques années. Puis ça s'arrête parce que je commence à bosser. Et que les potes qui étaient un peu plus jeunes et étudiants se mettent aussi à bosser. 4 à 5 ans, c'est cool. Et puis on se retrouve, on est là, on commence à avoir dans les 28-29. À une soirée, je le fais chez moi, et en fait, un certain nombre ont bougé sur Paris. Puis d'un coup, on se dit, pourquoi on ne se remettrait pas à jouer? Parce que le début de carrière, vous êtes pas mal dans votre truc, vous fixez tout, vous trouvez un nouveau logement, vous êtes assez concentré sur votre boulot, en fait, ce qui est plutôt logique. Et puis au bout d'un moment, c'est bon, les choses commencent à être réglées, votre vie est en route, vous savez vous calmer au niveau du temps, et vous avez envie de reprendre de l'espace pour des loisirs, de la passion, du jeu. Donc on est là, on se regarde, on se refait une petite partie, puis il y en a un qui me dit, les gars, si vous voulez jouer, moi je maîtrise. Hop. Alors comment ça se passe quand des gens de 28-29 ans décident de faire un jeu de rôle?
par rapport à l'expérience que vous avez quand vous avez 17 ans, bah, ils sortent tous leur BlackBerry ou leur iPhone. Et ils font, moi je peux le 17, moi je peux pas le 24, moi je peux, attends, je regarde avec ma femme, attends, donc, ok, on fait ça comme des adultes, on se planifie une séance et on a repris le jeu. Et on a repris le jeu pour notre plus grand plaisir. Alors, du coup, comme on avait plus 17 ans, on jouait le jour. Le dimanche, voilà, on buvait plus que du coca, on mettait aussi un peu de vin à table, c'était pas mal. Il y a deux choses qui m'ont... Là, comme ça, tout d'un coup, il y a deux choses qui m'ont fait bizarre. Alors, la première, c'est que les scénarios du commerce, en tout cas celui qu'on a joué, ils sont assez juvéniles. Généralement, quand on commence à jouer, on imagine que les joueurs commencent à jouer plutôt adolescents. Et le problème, c'est que ce sont des scénarios, enfin, moi je trouve que c'est des scénarios avec des grosses ficelles, quoi. Une anecdote. Dans la campagne que nous faisait jouer le copain, à un moment, on rencontre des petits bonshommes comme ça qui font un genre de 1 mètre de haut, tout mignons, des petits humanoïdes, des petits humanoïdes, d'une race, pas un hobbit, mais enfin, disons que c'est ça. Et là, nous, on les rencontre au milieu d'une forêt, ils sont là avec leurs petites arcs et leurs petites flèches, on arrive près de leur village. Et qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce scénario? Bah, comme ils sont petits et on est censé en fait poser nos armes, les leur confier, et puis entrer dans leur village pour leur parler. Ce qui, stratégiquement et tactiquement, est complètement débile. Et là, on parle avec ces gens, ils nous disent qu'en fait, ils ont un gros problème, ils sont attaqués par des hommes lézards, qui font à peu près la même taille qu'eux, mais avec des écailles de lézard et tout, qui n'arrêtent pas d'embêter leur village et qu'il faut aller les défoncer. Bon, nous, après, on est plutôt des bons gars, on va défoncer les hommes lézards. Mais je résume quand même le principe à comprendre pour arriver à entrer dans le scénario, parce qu'on a vraiment cherché des alternatives. Quand ça fait 1 mètre, si c'est mignon, c'est gentil. Si ça a des écailles, c'est méchant, vous tapez dessus. Ça marchait peut-être à 17-18 ans quand on s'intéressait plus aux phases de combat, mais là, la trentaine passée, on pourra peut-être lever le niveau un peu, quoi. Je vous ai pas parlé des gars avec qui je joue quand je dis élever le niveau. Alors cette partie, on l'a plantée. En fait, à un moment, on a eu tellement marre des grosses ficelles dans le scénar qu'en gros on a décidé de ne pas aller dans le bon sens et donc le truc a explosé en vol, on a bousillé le scénario qu'il ne fallait pas bousiller, voilà. À un moment donné de jeu, bah, voilà, vous avez perdu, quoi. Donc on a posé là la campagne et puis bah, moi j'ai proposé de reprendre le jeu, j'ai proposé de démarrer une nouvelle campagne. Moi je voulais un jeu plus adulte. Alors, pourquoi je voulais un jeu plus adulte? Qui c'est mes potes? Qui sont mes potes? Il y en a un, c'est un ancien commerçant et maintenant entrepreneur. Le deuxième, c'est un directeur dans une boîte qui gère un fonds financier, des fonds financiers. L'autre, c'est un avocat. Et puis, c'est un consultant en stratégie. Et l'autre, il est CEO d'une start-up et avant, il était directeur technique dans une boîte qui fait du big data. C'est pas d'étanche. Et moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est avoir un jeu où ils ont et leur intelligence, puis ils sont drôles, puis ils sont créatifs, puis ils sont pas cons. Et moi, je voulais voir ça à l'œuvre, quoi. Je me dis, avec des gens comme ça, on peut avoir des aventures vraiment chiadées, on peut voir des trucs inattendus autour de la table, quoi. Des belles batailles, enfin, des belles batailles, ou pas de batailles parce qu'ils auront eu l'intelligence de les éviter. On peut trouver des choses malignes. Moi, c'est ça que je voulais. Donc, je reprends la partie, je réapplique ce que je suis habitué à faire, et là, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est pesant en fait. C'est pesant, c'est plus précisément. Je suis stressé avant de faire une partie, je suis stressé pendant la partie. Surveiller les joueurs, vérifier les jets de dés, garder de l'animation et du fun. Moi, vraiment, tout ce contrôle, ça va. Et puis, il y a un truc que je constate au niveau ambiance, au niveau narration, mettre de la musique, etc. Alors là, ça devient super difficile. J'arrive pas à ça en fait. Puis juste, je commence à avoir un peu de bouteille professionnellement, et je vois bien que, en termes de posture, il y a un problème, quoi. Je devrais pas en être là. Donc il y a une série de choses qu'on a faites pour faire évoluer un petit peu le jeu. C'est le moment où j'ai arrêté d'être un maître de jeu qui maîtrise. La première chose qui se passe, tu peux couper la caméra pendant une
petite minute ou deux, s'il te plaît. Faisable. Le secret est donc dévoilé, je compte sur vous pour pas le diffuser. Donc, on se dit pourquoi on ne peut pas faire des combats rapides, pourquoi on est obligé de passer des heures. Donc c'est d'abord une réflexion d'optimisation qu'on se fait avec les copains. Donc on décide de, je sais pas, on fait du lean, voilà ce qu'on fait. On cherche les sources de gaspillage dans le temps d'une partie. Donc on arrive à quelques outils, donc 2, 3, j'ai envie de vous parler. On fait évoluer 2, 3 choses. Le premier que vous connaissez, c'est quoi le problème quand on est en jeu? Il y en a un qui parle, il y en a un autre qui fait un autre truc. Oui, mais t'as vu, attends, mon point de règle, tu peux regarder les sorts, c'est quoi déjà à la portée? Attends, là, c'est mon tour ou c'est pas mon tour? Non, attends, je sais pas ce que je veux, c'est mon tour, mais attends, je regarde la règle, je veux faire un coup spécial, mais je l'ai pas sous la main. Le genre de perte de temps qu'on a. Donc, premier point qu'on fait, c'est qu'on introduit, je pense que vous connaissez, le bâton de parole. Tu l'as, tu joues, tu l'as pas, tu te tais. Et la nuance qui va avec, à chaque petit tour de personnage, on termine en disant est-ce que tout le monde a tout compris? Est-ce que vous avez des questions sur la situation? Donc là, les jets de perception, les machins, vous les faites entre les phases d'action. Et quand la phase d'action commence, on dit il y a 5 secondes pour dire ce qu'on fait. Avantage, eh ben, c'est beaucoup plus rigolo, parce que quand les joueurs ne savent pas ce qu'ils font un peu n'importe quoi, ou alors ils ratent leur tour, bah, tu vois, t'étais pas prêt. Ou alors ils prennent pas le temps de se coordonner, et du coup il y a des gaffes, du coup il y a des imperfections, et en fait on rigole beaucoup plus depuis que on a voulu structurer cette chose-là, le bâton de parole, interdit de se parler quand c'est pas ton tour, on pose des questions seulement en jeu. Quand vous commencez à jouer, quand c'est votre tour, vous êtes prêt. Si vous sortez un sort ou une attaque super spéciale, elle doit être à côté de vous, prête à être lue. Donc voilà, le bâton de parole, tout le monde est prêt à jouer, on peut poser des questions. Un point qui est intéressant aussi, qui a bien changé, c'est la manière dont on jouait. Les règles spéciales, on avait un problème, c'est quand quelqu'un sort une règle, une attaque spéciale, donc habituellement c'est quoi? Ça sort un peu des canons des attaques classiques, mais vous allez avoir des avantages plus immatériels sur le combat. Le type qui décide d'esquiver les ennemis en faisant des flip-flaps, des trucs de gymnastique. C'est funky, ça a du style. Et effectivement, il ne peut pas jouer pendant ce tour-là, mais les ennemis ne le voient pas bien. Des petites choses comme ça. Le problème de ces attaques-là, c'est qu'elles sont détaillées, il faut les connaître, et quand on commence à ergoter sur l'interprétation des règles, ou qu'on ne la connaît pas bien, c'est juste, ça pourrit notre temps de jeu. Donc nous, on introduit l'idée, quand vous jouez une règle spéciale, la règle est à côté de vous, et s'il y a un doute, le jeu tranche en live, et ça ne fait pas jurisprudence. Donc je dis, bah là, ça se passe comme ça. Puis si on découvre qu'en fait on s'est gouré sur l'interprétation de la règle en jeu, je suis gouré, bah, on la jouera de manière classique plus tard, quoi. On la verra. Dernier point aussi, les jets de dés, les gens check entre eux. C'est juste on jette pas un jet de dés tout seul. Ça me facilite la vie. Donc on met en place ça, plus quelques autres petites choses que je ne raconte pas, et le vrai, qui apporte pas plus, mais... Alors dit comme ça, on a l'impression qu'on a rendu le truc super mécanique. Hein. On a des protocoles, les bâtons de tour, c'est ton tour, c'est pas ton tour, tu joues, la règle est prête, etc. On a un protocole d'interprétation des règles. Oui, mais non, les faits... Mais ça m'a tellement changé l'énergie que ça me demandait, l'émotion dans laquelle je suis quand je l'ai fait jouer. Quand j'ai refait cette session, en fait, et que j'ai replongé dans la manière dont je maîtrisais avant, je vous jure, j'ai recommencé à stresser. Je ne me rappelais pas à quel point ça avait changé. Parce que si on regarde ces éléments, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le bâton de parole, c'est plus moi qui suis responsable de la séquence de tours. C'est moi le maître de jeu. Les règles, je suis plus responsable de l'interprétation des règles. Les gars doivent les avoir sorties. Si on a un doute, je pose ce qui se passe, mais ensuite on en parlera ensemble. Puis la règle de tout le monde a tout compris, quoi. Les gens peuvent poser des questions. Je suis plus responsable de m'assurer qu'ils ont tout compris et qu'ils ont tout. La triche, ben, je suis plus responsable de le contrôler. Il a vraiment fallu que je vive le truc pour comprendre que ok, la piste c'était de devenir coopératif. Donc pas collaboratif, j'ai bien retenu la leçon. Donc je suis devenu un maître de jeu coopératif et je suis allé plus loin avec ça. Je suis allé plus loin. Comment vous pouvez aller plus loin? Par exemple, quand il manque un nom pour un petit personnage qui passait par là, je vous dis, comment on pourrait l'appeler ce gars-là? Puis il y en a un qui me sort quelque chose. Ou bien la musique.
qui veut me gérer la musique, bah, pour la prochaine fois, il me faudra un peu d'action, un peu de ceci, un peu de cela. Puis la personne se ramène avec la musique la prochaine fois. Quelquefois, je fais même le facilitateur, en fait. Je vois qu'ils ont du mal à prendre des décisions. Bah, je fais ce que j'essaie de faire au boulot. C'est quoi la décision que vous prenez? J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord. Il y en a que deux qui parlent, qu'on pense les autres. Voilà, je coopère, en fait. Je les aide, je leur file un coup de main. Je peux parce que je suis libre, je suis plus occupé là à contrôler ce qu'ils font, à contrôler la partie. Donc tout d'un coup, je peux enfin leur être utile, enfin devenir coopératif. Et puis avec le temps, qu'est-ce qui se passe? En fait, presque jusqu'ici, j'ai pas commencé à travailler. Je me suis juste libéré de 2-3 choses que j'avais avant. Je vous ai parlé de cette partie que j'avais faite, où on s'était bien marré. Hein. Et ça ne m'intéressait pas, ce que le gars avait fait. Et bien, avec le temps, j'ai mis donc 15 ans à comprendre ce que le maître de jeu avait fait ce soir-là, qui n'était pas du tout un truc fait au pif, quoi. J'ai mis 15 ans à comprendre que c'était un grand narrateur. Et que c'était ça, maintenant, que je devais apprendre à faire. Je commençais doucement à apprendre à faire. C'était un grand narrateur, parce qu'en fait, je crois que cette partie-là, où je pensais qu'on avait joué un peu n'importe comment au pif et sans scénar, je crois que, par des moyens que je commence à peine à décortiquer quand je me repasse ce qu'on a fait, il nous a emmenés là où il voulait, mais juste par le scénario, par la réaction des personnages non-joueurs, par l'ambiance, par le style. Nous, on a cru qu'on faisait ce qu'on voulait. Dans les faits, je crois qu'on s'est un peu fait manipuler pour aller là où on voulait qu'il aille. C'était un grand narrateur, c'était pas un grand contrôleur. Et je découvre aujourd'hui, je découvre ça maintenant quand je prends une grande passion. Vous avez déjà vu des Dexter ou des The Shield, des séries comme ça? Les scénaristes sont des dingues. C'est-à-dire, ils prennent des situations, ils embellissent complètement leur personnage, et tout d'un coup, ils vous sortent un truc du chapeau qui libère toute la situation et la positionne complètement différemment. Et en fait, mais vous êtes d'accord avec ça quand vous regardez le film, vous dites bah, non, ça va, c'est trop facile. Non, non, non. Si l'histoire est belle, vous la suivez. Et c'est vraiment ça que je viens de comprendre avec ces joueurs et à prendre du détachement sur le scénario. Si l'histoire est belle, ils la suivent. Donc la vraie question, c'est raconter l'histoire. Donc aujourd'hui, je viens de comprendre comment je me sens aujourd'hui. Je me sens juste le pote qui est à leur table en train de participer au jeu. Moi, je raconte l'histoire, eux, ils racontent le personnage. Par contre, ce que je commence à développer, du coup, c'est la narration. Qu'est-ce que je peux faire avec? J'ai un petit exemple. Vous savez que, alors on a parlé de comment on fait pour les joueurs un petit peu rebelles, les joueurs un peu casse-couilles autour de la table, c'était un peu ce que je disais au début. Il y a aussi un trait que j'aime pas trop, moi qui aime les challenges, c'est-à-dire, j'appelle ça baratiner le dragon. Ou braquer le dragon, voilà, vanner le dragon. C'est-à-dire, les dragons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les grandes entités que si vous déconnez avec, normalement, ils soufflent le feu et vous êtes mort. Quelque part, c'est important dans un scénario, c'est important de respecter cette règle-là, parce qu'en fait, sinon, ça échappe un peu au réalisme, puis ça échappe au challenge. Après, il s'arrête, il est con. C'est bon. C'est bon. Donc, il vanne le dragon, et en fait, ça coupe un petit peu le challenge, parce que si vous commencez à les laisser vanner le dragon et à s'en sortir vivant, après, ils arrivent dans une ville, ils se braquent avec la milice, ils brûlent la ville, ils font un peu n'importe quoi. Parce que je rappelle que donc, comme ils ont commencé à jouer à 17 ans, ils régressent un petit peu quand ils jouent. Jette-moi un scooter, enfin voilà. Sont des gros rebelles, quoi. Et la question, c'est comment vous gérez ça? Donc, soit vous passez le côté, avant, comment j'aurais fait, j'en aurais parlé à côté au gars. Et s'il vous plaît, un peu plus dans le role-playing, un peu plus sérieux, déconnez pas. J'aurais juste été dur, quoi. Voilà, le dragon il crache le feu, puis c'est réglé. En fait, il y a d'autres moyens. Je vous donne celui que j'ai fait dans la campagne actuelle. Je n'imaginais pas l'effet que ça aurait. Donc les joueurs ont commencé à jouer souvent quand ils sont jeunes, ils se projettent beaucoup, et ce sont des gros rebelles. Mon problème, c'est-à-dire, quand ils arrivent dans une ville, ils sont voleurs, il y a une guilde de voleurs, ils disent non, non, ça va, moi je suis voleur dans ta guilde, mais ta guilde, moi j'y touche pas, monsieur, je suis libre, moi. Donc les voleurs, ils sont libres, donc vous avez une guilde qui est censée empêcher les voleurs non libres d'intervenir. Bon, vous faites comme vous voulez, ce sont des gros rebelles. Le problème, c'est qu'à un moment, il faut quand même que vous dérouliez votre campagne, votre scénario vers un objectif, quoi. Five? Tu peux checker avec ton ami qui m'en a donné 5 de plus, s'il te plaît?
Très bien, on a bien 9 minutes devant nous. On a 5 minutes. Ça va passer. Donc ce sont des gros rebelles. Ces gros rebelles, moi, j'avais besoin qu'ils rejoignent l'armée, en fait. Mais comme c'est la pause, sinon vous ferez 4 minutes sur la pause. Ouais, ne m'enlève pas mes secondes non plus. Donc j'avais besoin de gérer ces gros rebelles. Enfin, j'avais juste besoin qu'ils rejoignent l'armée. Parce que c'était un peu le fil rouge de ma campagne, de suivre en fait, la trajectoire d'une armée qui partait en campagne. Et donc ils ont tous fait des choses du genre, ouais mais tu comprends, moi ok, je rejoins l'armée pour 6 mois, mais après je pars parce que moi je suis libre et j'ai juste besoin de suivre la même route pendant 6 mois et c'est pratique, je serai au chaud et je vais manger. Alors, ok pour rentrer en terminus, mais je te préviens, je reste un homme libre, après je me casse. Et ils m'ont tous fait des combinaisons un petit peu près comme ça. Ok, on fait comme ça, très bien, j'ai juste besoin de vous la suivre pendant 6 mois. Et puis après, bah moi j'ai appliqué ce qu'ils appliquent, ils ont commencé à faire des belles choses, ils ont été récompensés, ils ont surtout été, ils ont commencé à avoir des grades. Je ne sais plus bien, parce que n'ayant pas fait l'armée, c'est un petit peu au pif, mais il y en a un qui devait être 2e classe, et puis il y en a un, il est passé sergent. Et au bout de 2 scénarios, après ça, à un moment, il y a cette bande de foufous là, cette bande de rebelles. Ils arrivent à un point du scénario, je dis enfin voilà, ils doivent se poser des questions, donc il y en a un qui se tourne vers les autres, il dit, bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le gars il fait, je sais pas, hein, je suis pas sergent, c'est toi qui vois. Hein. J'avais embrigadé mes rebelles. Et du coup, je pouvais les emmener beaucoup plus facilement. Ils aimaient la milice, une fois qu'ils ont commencé à encadrer des bleus, ils se sont montrés super disciplinés avec eux, etc. Juste, voilà, un outil de narration pour avoir des personnages qui sont emmenés. Il y en a sûrement plein. Voilà, je m'amuse, je fais des flash forward, des flash feedback. Je commence à comprendre maintenant, du coup, à quoi pourrait bien ressembler mon style, ou qu'est-ce que je commence à faire. Moi, j'aime que ce soit stratégique, on l'a vu. Et puis j'aime bien les coups de théâtre, les choses comme ça. Je commence à utiliser des outils de narration. Ils sont dans une ville, ils arrivent à la soulever contre l'occupant, ils remportent une bataille, la ville est galvanisée, il y a une nouvelle milice qui s'est formée, résistante, eux ils ont affaire ailleurs, ils s'en vont, c'est la fin du scénario, c'est super. Et je conclue en leur disant, quand vous verrez cette ville 30 ans plus tard, elle ne sera que ruine et cendre. Voilà, ils les ont soulevés contre l'occupant, puis après ils ont perdu. Mais voilà, ça c'est des choses que j'aime bien faire. Et je commence seulement à découvrir ce que c'est que mon style. Alors j'ai un peu triché en fait, parce que je vous ai dit, voilà, comment trouver son style. Je ne sais pas, pour l'instant je peux juste vous dire comment commencer à le chercher. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui. Finalement, d'abord je me suis libéré des conventions autour de mon rôle. Je pensais que les autres, je sais pas, qu'il y avait un script qui avait été écrit, je voyais ce que faisaient les autres maîtres de jeu, j'ai fait pareil. Alors pourtant je m'en étais plein au début en subissant certains trucs. Personne n'a écrit le manuel du maître de jeu. Si vous vous y mettez, je vous en prie, ne le lisez pas, ne le cherchez même pas, il n'a pas été écrit. Donc je me suis libéré de ça. Après, je me suis libéré de cette espèce d'histoire, on pourrait dire, de légitimité, quoi. Le maître de jeu qui contrôle les joueurs, qui est responsable d'eux, quoi. Moi, pourquoi j'ai pas pu passer à l'ambiance? J'avais pas assez d'énergie. Si je mettais mon énergie à rester cramponné là, à mon set de maître de jeu, à affirmer ma position, j'avais plus l'énergie d'être juste narrateur dans l'histoire, dans l'impro, à m'amuser, à jouer, à les aider. Voilà. Et en fait, ça veut dire qu'une fois que je me suis libéré de tout ça, mais c'est que le début. C'est juste le début de la route pour moi. C'est juste. Donc je vous dis ça, mais ça fait à peine 1 an ou 2 que je commence à explorer un peu le cœur du rôle de maître de jeu, la narration. Et je commence seulement à comprendre quel pourrait être mon style. Alors, c'est le début de la route, il y aura des embûches, elle sera difficile, et puis je vivrai sûrement d'autres difficultés. Mais ce qui me plaît maintenant, et maintenant je suis libre d'y aller sur cette route, c'est que c'est mon aventure. Merci. Tu as 3 minutes. J'ai pas la moindre idée de ce que vous pourriez poser comme question, mais on a 3 minutes. Si vous avez des questions. Moi j'ai un sourire. Merci beaucoup. Ouais,
Est-ce que tu as joué ou masterisé Ambre? Je n'ai pas joué ou masterisé Ambre. Tu connais? Je connais de réputation ainsi que Cthulhu et un truc très orienté narration. Exactement, il n'y a pas de dés, et c'est le cas de mes premiers jeux de rôle, et c'est très très intéressant parce que ça va conditionner complètement comment tu masterise ensuite. D'ailleurs, le bouquin est très bien fait parce qu'il y a beaucoup d'exemples pour gérer des cas concrets de gestion des joueurs pour les maîtres de jeu. Donc tu peux mettre main dessus. Tout le monde a entendu? Ouais, je parlais avec, peut-être vous connaissez Jonathan Cher aussi, je crois qu'il a joué à Ambre, des choses comme ça. Au début, quand il m'a entendu parler du sujet de session, il dit mais c'est quoi tes joueurs? C'est quoi ces débiles? Enfin, les casse-couilles que tu cites, non, j'en ai jamais eu. Effectivement, je pense que c'était une autre ambiance de jeu. Et parlant de co-responsabilité, du coup, je ne pas dit comment vous faites pour gérer un joueur qui accapare le maître de jeu, juste comme ça, la réponse c'est pourquoi c'est au maître de jeu de lui dire quoi. Vous êtes joueur, vous êtes à une table où il y a le maître de jeu qui en chie avec son joueur. Là. Ok, il était dans le contrôle, comme je l'étais avant, ce maître de jeu. Alors déjà, la première chose, vous faites, est-ce que je peux t'aider? Puisqu'on est tous en train de jouer, et toi aussi avec nous, est-ce que je peux t'aider? Et l'autre, si un joueur qui a un relou à la table, alors déjà, rappelez-vous qu'on est entre amis, donc un ami, il ne pourrit pas la partie des autres. Donc, vous pouvez lui en parler, laissez pas ça au maître de jeu. Écoute, là, tu es un peu en train de mobiliser, moi ça m'embête, vous vous tournez vers l'assertivité, ce que vous voulez, vous êtes des grands maintenant. Mais la responsabilité que tout le monde soit cool autour de la table, c'est une responsabilité individuelle et collective et partagée. Quoi. Tout le monde est responsable que la partie se passe bien. Voilà un outil que j'utilise. Je laisse faire, maintenant que je suis joueur, j'essaie de faire gaffe à ça, de ne pas laisser le maître de jeu tout gérer, dans un comportement de consommateur. Quoi. Y a-t-il d'autres questions? Bah merci alors.